Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui en Australie, sur une route où les gens ont une fâcheuse tendance à disparaître ou à se faire assassiner, d'où son surnom d'autoroute de la mort. La Flinders Highway est une route plutôt isolée du Queensland, qui s'étend sur pas moins de 900 km et qui passe par des villes plus ou moins reculées telles que Charters Towers, Townsville, Ugenden, Julia Creek, Cloncurry et va jusqu'à la ville minière de Mount Isa. C'est une longue bande de bitume qui traverse de vastes étendues de brousses désertes, de zones rocheuses et de plaines. Je vais vous raconter chacune des affaires qui s'y sont déroulées par ordre chronologique. Judith et Susan McKay ont respectivement 7 et 5 ans et vivent à Aikenval près de Townsville. Le matin du 26 août 1970, elles se rendent à l'arrêt de bus qui se trouve à 200 mètres de chez elles pour aller à l'école. Ne les voyant pas revenir, leurs parents se sont rendus à l'école pour apprendre que les petites n'y étaient jamais arrivées. Les recherches démarrent et 2 jours après, le corps de Susan est trouvé dans le lit d'une rivière asséchée à Antill Creek qui se trouve à 25 km de Townsville. Les policiers remarquent une traînée de pas et ils la suivent. 70 mètres plus loin, ils découvrent le corps de Judith. Les 2 petites ont été abusées. Susan a été étranglée et poignardée à 3 reprises à la poitrine. Judith a été aussi poignardée 3 fois, mais elle a survécu à ses blessures et elle est morte d'asphyxie en ayant inhalé du sable après avoir été enterrée. Le tueur paraît être un maniaque. Les chaussettes des petites filles sont pliées soigneusement et rangées chacune dans une chaussure. Leurs uniformes sont également soigneusement pliés et rangés dans leurs cartables. Leurs chapeaux sont déposés à côté d'elles. La communauté est extrêmement choquée et les policiers mettent les bouchées doubles pour trouver le coupable. 6 000 hommes des environs sont interrogés et une récompense de 10 000 $ de l'époque est offerte. La grâce à tout complice éventuel qui dénoncerait le tueur est aussi promise. Un témoin affirme avoir vu les filles parler à un homme dans une voiture à 8h10 le jour de leur disparition. Et un autre signale avoir vu après 11h le même jour une voiture faire le plein à Ayr, à 85 km de Townsville. Il y avait 2 petites filles dans la voiture et l'une d'elles a demandé au chauffeur « Quand nous emmènes-tu chez maman ? Tu as promis de nous amener chez maman. » Une autre personne dit avoir eu une altercation avec un conducteur qui lui a coupé la route. Dans le véhicule de celui-ci, il a vu 2 petites filles avec des uniformes de l'école d'Aikenval. Et 2 autres personnes ont vu un homme venir de la scène de crime vers une voiture à plus ou moins 13h le jour de la disparition. Le problème est que les témoins décrivent 3 voitures différentes. Certains parlent d'une Vauxhall Victor bleue et d'autres parlent d'une Holden FJ bleue ou d'un Modène Holden EH bleu. Par contre, tous ces témoins décrivent l'homme qui était au volant de la même façon. Des pommettes saillantes, de grandes oreilles à la Mickey Mouse, des cheveux courts et noirs et un crâne étroit. La police se concentre plus sur la recherche du véhicule plutôt que du suspect, alors que la marque de l'auto est incertaine. Ils se décident pour la Holden FJ et ça ne donne aucun résultat. La famille McKay déménage pour fuir les mauvais souvenirs et l'affaire devient un cold case. Ce n'est qu'en 1998 qu'un suspect se présente sous le visage d'Arthur Stanley Brown. Je vous ai déjà parlé de lui dans la vidéo Mystère en Australie 2. Il a été suspecté dans l'affaire des enfants Beaumont et dans celle des enlèvements de l'Adélaïde Oval. C'est un cousin de l'épouse de Brown qui le dénonce après avoir vu une émission sur l'assassinat des sœurs McKay. Il faut dire qu'il a des raisons de soupçonner Brown, car celui-ci l'a agressé sexuellement. Mais c'est loin d'être tout. Brown travaillait à l'époque comme charpentier à l'école où allaient les sœurs McKay. Il a proposé à 2 autres cousins de sa femme de les conduire sur les lieux où les corps des petites avaient été retrouvés, et il possédait une voiture de marque Vauxhall Victor bleu. Brown avait avoué les meurtres des sœurs peu après ceux-ci à un jeune homme dans un bar, et lui avait même dit que la police cherchait le mauvais véhicule. Cet homme est allé le signaler à la police qui ne l'a pas cru. Et bien plus tard, Brown a aussi avoué les meurtres à son apprenti qui a cru à une plaisanterie. Brown est accusé de pas moins de 45 agressions sur des enfants de 3 à 10 ans et de 6 viols, et il avait conduit certains de ses petites victimes pour accomplir ses méfaits à Antill Creek. Malheureusement, Brown n'a jamais eu à répondre de cette affaire,
car au moment où son procès démarre, il est reconnu inapte pour cause de démence et de maladie d'Alzheimer. Il est décédé le 6 juillet 2002 et l'affaire reste non résolue. Anita Cunningham, 18 ans, et Robin Winville Bartram, 19 ans, sont amies et font leurs études pour devenir infirmières. En juillet 1972, elles décident de partir de Melbourne pour aller à Bowen, où vit la maman de Robin, à 2500 km de là. Et plutôt que d'y aller en avion, elles décident de faire du stop et de camper sur le trajet. Elles arrivent à Mount Isa et se dirigent vers l'est le long de la Flinders Highway. Elles font une pause à Petland où elles expliquent au personnel du motel où elles se trouvent qu'elles font du stop avec un homme qu'elles appellent le cow-boy. Elles passent la dernière soirée où elles ont été vues au pub du coin et n'arriveront jamais à Bowen. Le 15 novembre 1972, le corps de Robin est découvert dans une tombe peu profonde à Sensibble Creek, sous un pont de la Flinders Highway, non loin de Petland. Elle a été abusée et abattue de 2 balles de calibre 22 dans la tête. Par contre, il n'y a aucune trace d'Anita. On suppose qu'elle aussi a été tuée et cachée ailleurs. Un homme qui a logé au motel à l'époque témoigne avoir fait la connaissance d'un certain John Andrew Stewart, qui est vraiment un drôle de type. Il l'a laissé un peu seul dans sa chambre car il avait quelque chose à faire, et quand il est revenu, Stewart avait filé en volant tout ce qu'il pouvait. Et pire, il avait laissé un drôle de cadeau sur le lit. Il y avait disposé des vêtements comme s'il s'agissait d'un corps. Sympa. Le témoin explique. Il y avait une chemise bien en place, sous cette ceinture arrangée, puis une paire de mes jeans, et au bas du jean se trouvaient des chaussures arrangées pour donner l'impression qu'il y avait des pieds dedans. Et une partie des effets qui ont été volés à notre témoin sont retrouvés près du fameux pont où le corps de Robin a été retrouvé. Le Stewart en question finira sa vie en prison en 1979 après avoir tué 15 personnes en incendiant un bar-discothèque. Il n'a jamais été inquiété dans notre affaire. Une récompense de 250 000 $ est offerte pour toute information, mais en vain. Un célèbre tueur en série australien est monté du doigt dans cette affaire. Ivan Milat, aussi appelé The Backpacker Killer. Il a été reconnu coupable de 7 meurtres, mais est suspecté de beaucoup d'autres, dont celui de Robin et Anita. Les policiers ont tout tenté pour lui faire avouer tous ses crimes, mais il est mort le 27 octobre 2019 sans dire quoi que ce soit. Les familles des 2 jeunes femmes attendent toujours des réponses. Catherine Pamela Graham, qui a 18 ans, vit à Townsville et fait du porte-à-porte pour vendre des livres éducatifs. Le 29 juillet 1975, elle est dans la région d'Hermit Park pour vendre ses livres. Et à 20h19, elle téléphone à sa maman d'une cabine téléphonique du quartier de Rising Sun et lui raconte qu'un homme la regarde bizarrement. Mais bon, elle ne s'en fait pas de trop. Ses amis viennent la récupérer en voiture à 23h et il ne peut rien lui arriver d'ici là en pleine rue devant tous les habitants. Mais elle n'est pas au rendez-vous avec ses amis. Les recherches commencent et son corps est découvert le 1er août à 17h à 18 km de Townsville, le long de la Flinders Highway, à peine 500 mètres de l'endroit où les sœurs Mackay ont été découvertes. La manière dont Catherine est enterrée est d'ailleurs similaire avec celle utilisée pour les sœurs. Elle a été agressée sexuellement et frappée à la tête avec une pierre. Ici aussi, Arthur Stanley Brown est soupçonné, sans avoir avoué et sans aucune preuve. L'affaire vient juste d'être réouverte et une récompense de 250 000 $ est mise en avant pour raviver les mémoires. Karen Edwards, 23 ans, est psychologue stagiaire à Dandenong et est en couple avec Tim Thompson, qui a 31 ans et est enseignant. Son meilleur ami est Gordon Twaddle, un pâtissier de 21 ans. Les 2 hommes sont néo-zélandais et vivent en Australie depuis à peine 2 ans. Comme ils ont tous la passion de la moto, ils prennent la décision début octobre 1978 de faire un petit voyage sur leurs 2 roues. Ils prévoient de voyager d'Alice Springs vers Cairns pour finir à Melbourne. Karen et Tim embarquent donc sur leur BMW rouge et or de 1977 qui a un sidecar artisanal pour transporter leurs affaires et leur chien de 9 mois, Tristy. Gordon, quant à lui, roule avec sa Suzuki GS70 bleue. Ils sont vus le 5 octobre 1978 dans le Mondura Caravan Park à Mount Isa, où ils ont lié connaissance avec un homme barbu qui conduit un Toyota Land Cruiser blanc et marron. Le 6 octobre, Tristy est trouvé seul au dépotoir de Mount Isa et la moto de Gordon est trouvée à Mount Isa également. Le 24 octobre, Stan Harris, qui promène ses chiens, trouve un corps assis contre un arbre à Spear Creek au nord de Mount Isa. Il s'agit d'une femme sans papier d'identité et elle a été abattue.
Le lendemain matin, 2 autres corps, masculins cette fois, sont trouvés tout près de celui de la femme. Ils sont dans la même position qu'elle, adossés à un arbre. Ils n'ont aucune pièce d'identité non plus. Sur l'inconnu, il y a une montre. Les journaux publient la photo de la montre et 1 semaine après, le père de Karen reconnaît la montre de sa fille. Nos 3 victimes sont identifiées. Le 30 octobre, les affaires de nos 3 motards sont trouvées dans des barils au dépotoir où on a trouvé Tristy. Il manque juste la moto de Karen et Tim. Le suspect est bien entendu l'homme au Land Cruiser. Mais comment l'identifier? Un homme, Bruce John Preston, qui est gardien de prison, est arrêté fin de l'année 77 car il est trouvé en possession de la fameuse moto modifiée de Karen et Tim. Il se défend en disant qu'il a juste trouvé la moto abandonnée. Il est jugé pour vol, condamné à payer $300 et l'affaire en reste là. Les années passent et rien de neuf ne se produit. Ivan Milat, encore lui, est un temps suspecté, mais sans jamais être inculpé de quoi que ce soit. Il faut attendre la création d'une cellule qui enquête sur les cold cases et l'année 2019 pour voir les choses bouger. Un homme est arrêté le 12 avril et il s'agit du fameux Bruce John Preston. Non seulement il avait à l'époque des meurtres été trouvé en possession de la moto de Tim et Karen, mais il ressemblait au portrait robot fait de l'homme qui avait été vu avec les victimes juste avant les crimes et qui conduisait un Land Cruiser. D'ailleurs, le père de Bruce possédait en 1977 un Land Cruiser de la même couleur que celui décrit par les témoins. Mais voilà, Bruce nie toute implication et rien ne prouve le contraire. Il a été libéré sous caution. Une récompense de $250 000 est offerte par la police pour toute information. Anthony John Jones, surnommé Tony, est né le 3 juillet 1962 à Perth en Australie occidentale. Il est le cadet des 7 enfants de Kevin et Bears Jones. Voilà quelques mois, il a pris un congé de son travail de technicien en laboratoire pour faire un voyage à travers le pays avec son frère Tim. Tony est à pied et fait du stop. Il a pris pour se protéger un fusil Vore calibre 22 avec des taches rouges sur la crosse qu'il porte dans son sac à dos, tandis que Tim est en vélo. Ils ne se voient donc pas beaucoup durant ce voyage, mais se rejoignent à certaines étapes. C'est le cas à Townsville où ils passent une semaine ensemble. Décision est prise ensuite pour les 2 frères de reprendre leur voyage et de se retrouver à Mont Isa. Tim démarre avec son vélo le 28 octobre 1982. Le 3 novembre, avant de démarrer, Tony téléphone à ses parents pour leur dire qu'il n'a plus d'argent. Ceux-ci lui versent donc $150 qu'il devra partager avec Tim une fois qu'ils se rejoindront à Mont Isa. D'ailleurs, Tim y est déjà arrivé. Mais Tony n'arrivera jamais à Mont Isa. Tim, ne le voyant pas arriver, prévient ses parents et ils doivent se résoudre à prévenir les autorités. Une récompense de $20 000 est offerte en 1983. Malheureusement, cela ne donne rien et Tony n'a jamais été retrouvé. En 2002, une enquête du coroner a reconnu que Tony avait été assassiné par une ou plusieurs personnes et que l'enquête de 1983 avait été insuffisante, inefficace et que de nombreuses pistes intéressantes n'avaient pas été explorées. Des témoins n'ont pas été interrogés et un dessin du suspect n'a pas été publié pendant 10 ans. En effet, un témoin a vu Tony avec un homme âgé à l'hôtel Rising Sun la nuit du 3 novembre 1982. Ce portrait robot n'a été rendu public qu'en 1992. Un deuxième dessin a été réalisé plus tard. Pire encore, une lettre envoyée aux enquêteurs disant, je cite, « Je crois que le corps de Jones a été enterré près du lit de la rivière Fullarton, à moins de 100 mètres à l'ouest du côté sud de Flinders Lochiel. » La zone a été fouillée à l'époque, et comme rien n'a été trouvé, les policiers ont conclu au canular. Ils ont donc détruit la lettre originale. Impossible de faire des tests ADN de nos jours. En 2010, la famille réussit à convaincre le procureur de rouvrir l'enquête. La récompense est revue à la hausse et passe à $250 000 et les pistes non suivies en 1983 sont réexaminées. Ivan Milat est une fois encore montré du doigt mais est rapidement écarté car il n'était pas dans les parages au moment de la disparition de Tony. Une autre piste se trouve à Ugenden, qui est à 350 km de Townsville. Ken Wright travaillait dans l'abattoir de son père l'année de la disparition de Tony. Il avait 17 ans et avec son meilleur ami John East Oak, ils avaient une réputation de bagarreurs. En 2012, Jerry, l'ex-femme de Kevin, va trouver les enquêteurs et leur explique qu'un jour qu'il était ivre, il lui a avoué que John a tué Tony lors d'une bagarre et que lui l'a amené à l'abattoir de son père pour le découper avec une scie à ruban et le faire disparaître. Le hic, c'est qu'elle change d'avis et retire son témoignage peu après. Mais une autre ex de Kevin, Nathalie, déclare qu'il lui a fait exactement les mêmes aveux 3 fois.
Elle ajoute qu'il y a une fosse où on jetait les carcasses d'animaux avant d'y mettre feu et que c'est là que les restes de Tony ont été jetés. Ce qui est troublant dans les aveux de Kevin, c'est qu'il change de version fréquemment. Une fois la victime était un autostoppeur, une fois un chauffeur de poids lourd et une fois un motard. Et il ne donne jamais le nom de la victime. Interrogé, John nie absolument avoir tué qui que ce soit et il déclare que Kevin et lui ne sont plus amis depuis longtemps. En fait, il semble étrange aux enquêteurs que Tony soit allé jusqu'à cette ville. Il n'a pas touché à son compte bancaire et n'a plus donné signe de vie depuis le 3 novembre. Et il aurait été vu à Hugenden le week-end du 12 au 14 novembre. Comment se serait-il nourri et logé jusque-là sans utiliser l'argent sur son compte? Il a pu dormir à la Belle Étoile, mais il devait bien acheter des vivres. En plus, les témoins ont décrit un homme avec une longue barbe et Tony s'était rasé de près juste avant sa disparition. Sa barbe n'aurait donc pas dû être aussi longue en une dizaine de jours. La famille de Tony continue sa recherche de la vérité. Et Tony figure sur le jeu de cartes des affaires non résolues qui sont distribuées dans les prisons en Australie, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Michael James Hayes, 58 ans, est le sergent principal responsable du poste de police d'Ayr dans le nord du Queensland. Et ce mercredi 23 septembre 2009, il se dit que sa vie redémarre enfin sur de bonnes bases. L'année 2008 avait été compliquée pour lui. Non seulement il a dû faire face à des accusations de corruption concernant un trafic de drogue et un trafic de permis de conduire, mais il a dû en plus lutter contre un cancer. Mais il s'en est sorti. Il a été lavé de tout soupçon de corruption et a gagné son combat contre la maladie. Et en plus, la population l'a fortement soutenu face à ses accusateurs. Et ce matin du 23 septembre 2009, il prend sa voiture pour aller à une journée de formation à Townsville. Avant de partir, il demande à son fils Steven, qui est un ancien policier, « Steve, mes lunettes de soleil ont un petit défaut dessus. Ça te dérange si je les échange avec les tiennes ?» L'échange de lunettes est fait. Mike embrasse son épouse Fiona et démarre avec sa Toyota Orion argentée à 7h30 pour sa journée de formation. Le problème, c'est qu'il n'est pas arrivé au poste de police de Townsville où elle avait lieu, et il n'est pas rentré à la maison. Les recherches commencent rapidement par voie terrestre et également par voie aérienne. Quelques jours plus tard, sa voiture est découverte abandonnée avec les clés à l'intérieur, ainsi que les vêtements que Mike portait le jour de sa disparition cachés sous le siège. Fait très étrange, la voiture est découverte à 80 km dans la direction opposée de celle où il devait se rendre. Peu après la disparition, un chauffeur de poids lourd explique avoir vu un homme ressemblant à Mike à quelques kilomètres de l'endroit où la Toyota a été retrouvée. Un couple, Elizabeth et Bill Tudhope, racontent avoir vu eux aussi un homme qui ressemble à Mike le dimanche suivant sa disparition. Selon eux, l'homme marchait le long de la ligne de chemin de fer désaffectée que l'on voit sur la photo et il semblait être un sans-abri. Il portait un sac contenant certainement ses affaires. Bill a proposé son aide à l'inconnu mais celui-ci a refusé. Le couple a contacté Steven qui s'est rendu sur les lieux. Le trio a fouillé les lieux et ils ont trouvé des empreintes de pas de la même pointure que celles de Mike. Des traqueurs autochtones viennent également en aide pour les recherches. Mais voilà que le coroner met fin à celle-ci et déclare que Mike s'est suicidé. Et la famille reçoit son certificat de décès. Il s'appuie pour donner cette conclusion sur une note non datée trouvée au domicile de la famille disant « Ce n'est la faute de personne d'autre que de la mienne. Je me sens vieux et j'ai perdu la volonté de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être un perdant, en particulier pour ma famille que j'aime tant. Je n'ai plus de réponse ni la volonté de continuer. Prenez soin de maman car elle est si spéciale, je l'aime. » Et en plus, Mike serait parti avec un fusil. Voilà, suicide, affaire classée. Sauf que la note en question a été retrouvée au-dessus d'une armoire et daterait de l'époque où Mike était malade et en proie aux soupçons de corruption. Le fameux fusil qu'il aurait pris est défectueux. Et pourquoi Mike serait-il parti se suicider en slip? Ses vêtements sont restés dans le véhicule. Où est le corps? Pourquoi avoir fait l'échange des lunettes de soleil avant de partir sauter la vie? Mike est un fervent croyant, le suicide est impensable pour lui. Il aime sa femme et ses enfants, et il est à 2 ans de la retraite. Il fait des projets de voyage, il n'a pas du tout le profil d'un suicidaire. En 2012, sa famille reçoit la récompense accordée à titre posthume à Mike pour service rendu, mais n'abandonne pas le combat pour découvrir la vérité. Ils offrent une récompense de 50 000 $ à toute personne pouvant les aider à découvrir ce qu'il s'est passé. Hayes Kearney a 26 ans et vit avec ses parents à Jullaton, près de Cairns. Ce 15 décembre 2017, il est plutôt chamboulé car il vient d'assister aux funérailles d'un proche qui est décédé brutalement.
Il prend sa moto, une Triumph Bonneville noire de 2012 immatriculée dans le Queensland, et s'en va sans son téléphone portable qui est cassé. Il a retiré 3000 $ de son compte. Ne le voyant pas revenir, son père se dit qu'il est certainement parti pour aller voir son frère qui vit à Normanton. Mais ce n'est pas le cas. Son frère n'a pas eu de ses nouvelles. Ron Carney prend donc sa voiture et cherche lui-même son fils. Il finit par payer pour que des hélicoptères survolent la zone où il pense qu'il aurait pu passer pour le retrouver. Il a peur que son fils ait eu un accident. Des témoins confirment avoir vu Reese ce 15 décembre dans un relais routier de Ravenshoe et aussi à Mont Surprise. Ron fait publier des avis de recherche et une photo du tatouage que porte son fils et lance cet appel dans les médias. Nous avons effectué une recherche dans la zone de Georgetown, à Croydon, par la route et maintenant par hélicoptère car nous pensons qu'il a peut-être eu un accident de la route. Il y a toujours une possibilité qu'il soit parti de Normanton à Mont Isa. Alors j'en appelle aux habitants d'Isa et des 3 voies du territoire du Nord et de Charters Towers. Si vous voyez quelque chose, s'il vous plaît, appelez la police. Nous espérons toujours avoir une fin heureuse. Nous l'aimons beaucoup et nous aimerions le revoir. C'est un bon garçon qui aime la pêche et qui est très apprécié dans la communauté. Sa famille est d'autant plus inquiète que Reese a un problème de santé qui n'a pas été spécifié. En février 2018, sa moto est découverte à Newcastle Ranch, à une vingtaine de kilomètres de Georgetown. Et des vêtements pouvant lui appartenir sont découverts dans la brousse, toujours près de Georgetown. Les recherches se concentrent donc sur cette zone. Il n'y a aucune nouvelle encore de Reese à ce jour. Jayden Peno Tomset, 22 ans, qui vit à Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud, fait avec son ami Luca Tattersall le voyage de Newcastle à Cairns ce 31 décembre 2017 pour rejoindre des amis pour fêter le Nouvel An. Jayden est décrit comme un garçon pétillant qui aime sa famille et est très espiègle. Mais peu avant ce voyage, il a perdu son emploi et est retombé dans une addiction dont il s'était débarrassé, les substances illicites. Le voilà donc sur la route avec son ami dans la Nissan Pulsar rouge de Luca. Vers 3 heures du matin, ce 31 décembre, ils font un arrêt dans une station-service de Charter Towers pour faire le plein d'essence et acheter des cigarettes et un peu d'alcool. Jayden est filmé et ce sont les dernières images connues de lui. Les 2 garçons repartent et d'après Luca, Jayden a pris le volant et s'est mis à paniquer car il pensait avoir perdu la dose de drogue qu'il avait dans les poches à la station-service. Il arrête le véhicule sur le bord de la route et une dispute éclate entre eux et Jayden casse son téléphone, jette son portefeuille dans l'habitacle de la Nissan et sort. Luca reprend le volant et s'en va pour aller chercher de l'eau. En décembre en Australie, il fait très chaud et il s'est dit que Jayden en a besoin pour se calmer. Mais quand il revient à l'endroit où Jayden est sorti de la Nissan, il n'y est plus. Luca l'appelle et le cherche dans la nuit mais ne le trouve pas. Il repart donc et fait le reste du voyage pour retrouver ses amis avec qui il devait passer le Nouvel An, en espérant que Jayden y serait arrivé et l'attendrait. Il faut attendre le 3 janvier 2018 pour que ses amis se tracassent de ne pas le voir et préviennent enfin Rachel, la mère de Jayden, et les autorités sont prévenues le 4 janvier par le père du disparu. Les recherches sont entreprises dans un rayon de 85 km autour de l'endroit où Jayden est sorti de la voiture. Le coroner finit par déclarer que Jayden s'est perdu et est décédé certainement de déshydratation. Affaire classée. Rachel ne croit pas en cette version des faits et pense qu'il s'est passé quelque chose de plus sombre. Elle explique qu'elle avait envoyé un message à son fils le 30 pour voir si tout se passait bien et que la réponse de celui-ci l'a intriguée. Il a juste répondu « ouais ». Or, il est plutôt du genre expansif d'habitude et donne toujours tous les détails de ce qui lui arrive. Le cousin de Jayden a reçu un SMS aussi le 30 décembre à 21h16 d'un numéro qui lui était inconnu, lui disant « Hey, c'est Jayden. Mon téléphone est cassé. On est retardé par une panne de voiture, mais on arrange ça et on met le pied au plancher pour arriver à temps pour le Nouvel An. » Le cousin répond à ce message à 23h45 en demandant où ils en étaient. Il reçoit cette réponse plus que bizarre le 31 à 11h59. « Hey, avez-vous été en contact avec l'esprit de Jayden depuis hier soir ?» Là, le cousin s'est dit qu'il y avait un problème et demande si c'est une plaisanterie. On ne sait pas qui se cachait derrière ce numéro de téléphone, probablement un téléphone jetable. À ce jour, Jayden n'a toujours pas été retrouvé. Sa maman, Rachel, continue son combat pour retrouver son fils. Si ça vous dit, il y a une page Facebook dédiée à cette affaire. Alors, cette autoroute porte-t-elle malheur ? Toutes ces personnes ont-elles été tuées par un seul assassin ?
Personnellement, je crois qu'il y a plusieurs coupables. Déjà, à cause des nombreuses années d'écart entre les affaires, certains des suspects des premières affaires étaient d'ailleurs décédés pour les dernières, et les différences entre les victimes qui sont flagrantes. Peut-être qu'une ou deux sont liées, mais pas toutes. Certaines sont possiblement des accidents ou disparitions volontaires. Je ne sais pas ce qui est le pire. Savoir qu'un tueur en série aurait pu tuer toutes ces personnes, ou savoir que plusieurs tueurs s'en sont sortis et courent toujours en liberté. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.